Olivier Pradet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du bureau Mexique, Amérique centrale et Caraïbes chez Business France, que l'on ne présente plus. Mais dites-nous tout de suite quel est le rôle de Business France au Mexique en Amérique centrale. Oui, bon, nous avons comme agence 3 rôles qu'on décline évidemment au niveau local. D'abord accompagner les exportateurs français qui veulent s'intéresser au marché mexicain au premier abord. C'est le gros marché de la région. C'est le gros marché de la région. Après sur l'Amérique centrale et les Caraïbes, parce qu'on peut faire, on peut aussi à partir du Mexique irriguer les autres marchés, même l'Amérique du Sud. Donc le premier c'est accompagner les primo-exportateurs, les exportateurs. Ensuite, on accompagne aussi les investisseurs mexicains qui veulent investir en France. On en a quelques beaux projets, y compris au Guatemala. On a des bons projets qui pour l'instant sont évidemment frappés de confidentialité. Mais voilà, dans des petits marchés, ils sont capables aujourd'hui d'investir en Europe et on espère qu'ils vont choisir la France comme destination principale. Et puis nos VIE. Le Mexique est un pays qui reconnaît la formule VIE. Actuellement, on en a 150 VIE. Donc des volontaires internationaux en entreprise. Exactement. Combien de VIE vous dites dans On en a 150 aujourd'hui dans les grandes entreprises françaises implantées localement, mais on a aussi quelques primo-exportateurs qui aujourd'hui font du négoce et qui choisissent la formule VIE pour leur aider à leur développement sur le marché mexicain. Alors, si on fait un zoom, non pas sur le Mexique, mais sur l'Amérique centrale, est-ce qu'on peut considérer que c'est un écosystème favorable à l'investissement pour les entreprises françaises et si oui, plutôt dans quel pays vous diriez? Oui, ça dépend effectivement des pays parce que bon, il y a plusieurs pays qui sont répartis ce territoire. Nous, on a privilégié actuellement le Guatemala, le Costa Rica, le Honduras. Dans d'autres pays, c'est vrai qu'il y a parfois des difficultés économiques et c'est vrai que ce n'est pas forcément le moment le plus propice. On travaille aussi sur évidemment les Caraïbes, donc Cuba qui malheureusement est frappé par un embargo, mais il y a des entreprises quand même qui arrivent à se positionner sur ce marché. Les entreprises République françaises dominicaine. Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que le fait que la France ait des territoires ultramarins, Guadeloupe, Martinique, par exemple, est-ce que ça favorise en fait les investissements des entreprises françaises dans la région ou pas ? Je pense que c'est une grande frustration en fait qu'il n'y ait pas suffisamment de commerce entre ces territoires et évidemment les marchés qui sont tout autour. Parce que la proximité géographique, voilà. Combien de kilomètres entre les Antilles et puis... Disons qu'à vol d'oiseau c'est faisable, oui. Sauf que les oiseaux au métal, ce qu'on appelle des avions, ne desservent pas forcément directement ces destinations. C'est-à-dire qu'il y a quelques dizaines ou centaines de kilomètres simplement, tout à fait. Mais il n'y a pas de ligne directe, c'est ça? Pas de ligne directe, parfois les lignes les plus directes, soit il faut passer par Paris, donc c'est un peu lointain, ou par les États-Unis, mais après il y a quand même des infrastructures portuaires, il y a des lignes maritimes, mais bon, quand on veut faire de la prospection, il vaut mieux passer d'abord par un avion, aller rencontrer les potentiels clients, et après évidemment pour l'envoi des marchandises, on peut utiliser tout à fait les ports. Dans quel secteur d'activité vous pensez qu'il y aurait des opportunités entre ces territoires ultramarins? Disons que sur les territoires, ils sont parfois concurrents, par exemple sur les produits tropicaux, les fruits et tout ça. Mais par exemple, sur la partie transformation agroalimentaire, évidemment, je pense que la France, même dans ces territoires, a des forces dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui est biomasse. Voilà, ce sont des secteurs qui devraient normalement réussir dans ces pays qui ont d'énormes besoins en infrastructure. On a aussi des très belles entreprises locales qui peuvent tout à fait se positionner sur ces marchés. Mais effectivement, le manque de connexion directe est un obstacle majeur, mais il n'est pas insurmontable. D'accord, obstacle mais pas insurmontable. Alors, dernière question, selon vous, s'il faut en retenir un seul, quel est le secteur d'activité, alors au Mexique on va dire, qui est le grand marché, qui aura le plus de potentiel dans les années à venir? Et oui, je pense que le premier secteur, là où on a vraiment du potentiel, c'est le secteur industriel. Au Mexique, hein, donc. Oui, au Mexique, parce qu'au Mexique, au Guatemala et même en Colombie, on peut aller jusque-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de réorganiser toute leur chaîne de valeur et du coup, qui ont tendance à se rapprocher des centres de consommation, que les consommateurs soient les consommateurs finaux ou les entreprises. C'est ce qu'on appelle le nearshoring. On voit aujourd'hui des entreprises
d'Asiatiques qui s'installent au Mexique parce que le Mexique offre des opportunités déjà aussi sur le marché mexicain, mais surtout au niveau des coûts de logistique, au niveau de la main-d'œuvre qui est très compétitive et le fait que la frontière est quand même pas loin. Donc aujourd'hui, par exemple, 82% des exportations mexicaines vont vers les États-Unis et les États-Unis sont le principal aussi fournisseur du Mexique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les entreprises françaises n'ont pas des possibilités. Donc que les entreprises françaises n'aient pas peur de la concurrence américaine. Non, c'est pas une chasse gardée en tout cas. Je vous souhaite, c'est pas une chasse gardée, voilà. Mais je vous souhaite de très belles rencontres ici aujourd'hui sur le BIC 2023. Merci beaucoup.